Bien. Donc, il faut appuyer sur j'ai compris. J'ai compris. Donc, nous allons aller dans l'ouest, à nuit. Nous allons avec Phileas Lebègue. Donc, on va à Lanneuville-Vaux, qui est un village, un petit village, même à l'ouest de Beauvais, avec un personnage très connu, on peut quand même dire ça, c'est un auteur très connu, non seulement pour son écriture en picard, mais aussi pour son écriture en français et bien au-delà, et qui est un personnage, bon déjà, où on n'oublie pas le visage quand on l'a rencontré une fois, et qui était né en 1869, 26 novembre, qui est décédé en 1958, et qui, le 11 octobre, pour être précis, pour t'en faire. Donc, je vous aurai, comme les autres fois, la biographie que j'ai rédigée à partir d'éléments que j'ai piochés ici ou là. Donc, Phileas Lebègue, moi, je l'ai connu très tôt, en fait, parce qu'il y a une rue Phileas à Lebègue, à Abbeville. Je pense que Michel Martin, il doit la connaître. C'est une rue, petite rue, qui rejoint deux faubourgs, et notamment celui qui mène aux arrières du lycée d'Abbeville. Et donc, la rue Phileas Lebègue, je l'ai empruntée pendant 7 ans quand je suis allé au lycée à vélo. Je la prenais matin et soir. Et je voyais dessus rue Phileas Lebègue, avec la mention auteur Picard, et décédé en 1958. Et comme il se trouve que je suis né en 1958, ça m'a interpellé, puis je passais vraiment dans cette rue-là tous les jours. Et donc, voilà, c'est comme ça que moi j'ai connu Phileas Lebègue. Et ma mère a exercé le métier d'institutrice. Et quand je lui ai parlé une fois comme ça de Phileas Lebègue, vous voyez, là c'est le panneau de rue Abbeville là, que vous avez en surimpression. Bon, il a changé depuis, hein, mais c'est bien marqué Ville d'Abbeville. Et donc, j'en ai parlé à ma mère. Elle me dit, ah, mais Phileas Lebègue, on faisait des dictées avec les textes de Phileas Lebègue. Alors, ce n'était pas des dictées en picard, c'était des dictées en français. Il y avait Herman Chantrian, il y avait des auteurs comme cela. Et puis, il y avait Phileas Lebègue parmi eux. Et donc, c'est un auteur de dictées. Parce que je pense que c'est à peu près ce qui pourrait arriver le pire à chacun d'entre nous, c'est de devenir un jour auteur de dictées. Mais bon, c'est comme ça. Et donc Phileas Lebègue, je vais vous parler un petit peu de sa vie. Qui est intéressante. C'est un parcours, je rappelle, en 1869, 1958. Donc, il ne fera pas la guerre 14, hein, il a 45 ans à la mobilisation. Mais son enfance se passe donc au 19e siècle, dans cette campagne du pays de Bray, Picard. Et il est élevé par une bonne, entre autres à la ferme, il y a une bonne qui est d'origine bretonne. Elle s'appelle Marie de son prénom, mais Riwalen de son nom de famille. Elle est bretonne, et elle est bretonne, bretonnante. Elle va parler breton, et ça aura une influence sur son parcours. Quand il grandit en 1883, il est au collège Jean Racine à Beauvais. Je ne sais pas s'il existe encore sous ce nom-là, mais c'était le nom de l'époque. Et il arrête à des classes équivalentes à la troisième actuelle, du fait d'une maladie, la typhoïde. Il n'ira pas au lycée, il va retourner à la ferme, mais ça ne va pas du tout l'empêcher d'avoir une vie intellectuelle riche, parce qu'en fait, il va se former en autodidacte, et il va étudier les langues. En fait, il est passionné, attiré par l'étude des langues, et il va étudier parmi ces langues le breton celtique, hein, le breton, donc pas le breton gallo, mais le breton celtique. Il va étudier aussi le provençal. C'est la pleine époque où Mistral va avoir le prix Nobel, donc cette influence-là n'est pas du tout négligeable. Et par la suite, il étudiera le portugais, et de là, les lettres brésiliennes, le grec moderne, le serbe, et certaines langues de Yougoslavie. Et donc, il va vraiment devenir polyglotte, et il va avoir une activité dans les langues que je viens de préciser. Il aura aussi une activité littéraire en français extrêmement abondante, et il aura une activité en permanence en picard. On retrouve des traces de langue picarde écrites par Phileas Lebègue pratiquement tout au long de sa vie, mais l'édition sera très
concentré autour des années 1939-1940 sur son édition en picard, ce qui est disproportionné. On accorde, nous, beaucoup d'importance à Phileas Lebègue en tant qu'auteur picardisant, ce qui est tout à fait légitime, mais c'est une petite facette de son activité. Sa première édition, c'est en 1889, une plaquette de poésie qui s'appelle Décidément. Il a juste 20 ans, mais il écrit des textes picards. On a des témoignages d'écriture en 1893-95, on en reparlera. Il se mariera, il aura 3 enfants. Son père était maire de Neuville-Vaux, il deviendra maire également du village et il a un tempérament très moderne. Hein. Ne nous focalisons pas sur le fait qu'on voit là une image de quelqu'un de vieux, d'âgé en tout cas. C'est quelqu'un de très moderne. Il va amener dans son village, il va amener l'électricité avant la guerre 14, il va amener le téléphone dans son village. Donc c'est des gens qui ont des esprits très contemporains, très modernes. Je dis des gens parce qu'ils sont très nombreux là, en fait, contre les auteurs picards à vivre dans leur temps. Je vous ai parlé des lettres qu'il a publiées. Alors, je vais peut-être arrêter de partager l'écran. Donc ça, normalement, je dois arriver, je ne sais pas, là-haut, comme ça, si je partage plus, que je reviens là. Vous me voyez là maintenant, non? Là? Vous me voyez, non? Non, ça ne marche pas, mon affaire? C'est pas comme ça qu'il faut. Non, je peux arrêter le partage moi-même si tu veux. C'est Tibère, je te vois toujours dans le côté droit de mon écran. C'est parce que je vais vous... Ouais, bon, là, comme ça sera bien, parce que je vais vous présenter des ouvrages de Phileas. Bon, la caméra, elle est là-haut. Il va publier des chroniques des lettres portugaises. Vous voyez, là, c'est des plaquettes hein, quand même, qui sont conséquentes. Il va voilà, la Grèce littéraire d'aujourd'hui. Donc là, on est toujours à la fin du 19e siècle. Les lettres brésiliennes en 1900. Et en fait, il profite aussi de la ligne de train qui amène à Paris. Et il profite donc de cette proximité de Beauvais, déjà à cette époque-là, pour pouvoir faire des allers-retours à Paris auprès des différents éditeurs, des différentes revues auxquelles il collabore. Son premier roman, entre guillemets, digne de ce nom, tout est digne de ce nom chez Phileas Lebègue, c'est Le sang de l'autre, c'est en 1903, Le buisson ardent en 1910. Il voyage, hein, c'est pas un sédentaire. Il voyage au Portugal, il étudie donc la Serbie en 1914, juste avant la guerre, la langue, le folklore, donc des environnements assez larges, tout en étant focalisé autour de la langue en général et de ce qui s'y rattache. Et donc, il échappe, entre guillemets, là aussi à la guerre 14 en tant que soldat, mais il n'y échappe pas véritablement. Il l'a subi quand même. Comment la Neuville-Vaux est pas... Les Allemands sont venus jusqu'à Senlis, mais donc ça n'a pas été occupé. Et il reprend une activité publique à partir de l'après-guerre et il a une correspondance, alors là, ça c'est le côté vraiment folklorique, avec le mouvement bardique breton à partir de 1921 et il sera intronisé barde au sens vraiment d'Obélix, Astérix et Astérix. Vraiment, il est barde. Hein. On le voit, il y a des photos de lui. Je ne vais pas vous passer tous les documents qu'on peut avoir, mais habillé en barde. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'entrée de sa maison, qui existe toujours, de sa ferme à la Neuville-Vaux, il y a un monolithe qui a été posé là et qui est donc un peu le symbole du menhir et de cette activité bardique. Il voyagera aussi en Yougoslavie en 1926 et il est investi barde en 1930 au Pays de Galles. Hein, donc, il va au Pays de Galles, vraiment, là-bas, tout au bout, à l'ouest de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Et une association qui s'appelle la Société des Amis de Phileas Lebègue est créée en 1929-1930 pour valoriser son écriture, mais son écriture en français, hein, l'ensemble de son écriture de l'époque qui est déjà extrêmement abondante. Il y a des choses qui sont publiées, il y en a 4 volumes. Enfin, je les ai, si je vous passe tout, on ne va pas parler de Picard, donc je vais vraiment essayer de vous
montrer ce personnage à travers la diversité de ce qu'il a pu produire et de ce qu'il a pu comment recevoir comme échange. Il a toujours eu beaucoup d'amitiés professionnelles et littéraires avec des éditeurs, mais aussi avec des auteurs. Il était ami avec Édouard David. Ils ont des correspondances, mais il écrivait également dans de nombreuses revues. Et pour ceux qui habitent l'Oise, enfin même au-delà, on le sait, donc sa maison existe toujours. Jusqu'il y a peu de temps, on pouvait encore la visiter avec la présence de sa petite fille Thérèse Lefebvre. La Société des Amis de Phileas Lebègue existe toujours. Le président en est François Bovy, qui est quand même assez connu dans le monde picardisant. La société a publié un bulletin annuel jusqu'à l'année dernière. Donc maintenant, ils ont cessé. Enfin, ils ont toujours le droit de reprendre, bien entendu, mais ils ont annoncé qu'ils arrêtaient définitivement la publication. Bon, ça a été un peu lié au Covid, mais c'est aussi lié au contexte de la vie des sociétés savantes. Et donc, il y a des traces de la vie de Phileas Lebègue dans l'ensemble des activités de cette société des Amis de Phileas Lebègue. On peut le suivre un petit peu partout, et en particulier à sa maison. Donc, il y a toute une correspondance qui a été étudiée par François Bovy. Voilà, donc là, on a alors vu comme ça, ouais, on a un beau livre, hein, forcément, mais vu comme ça, on se dit oui, il y a vraiment de la lecture, hein, parce que donc François Bovy a épluché toute la correspondance de Phileas Lebègue et en a fait ce volume qui fait, j'aurais dû le noter avant pour voilà, mais qui fait quand même près de 700 pages. Hein, donc c'est quand même un énorme volume, et c'est pas le seul livre qui parle ou qui étudie Phileas Lebègue. Il y a toujours de François Bovy, mais c'est sur c'est son travail en français, ça. Hein. Donc le paysage dans l'œuvre de Phileas Lebègue. Il y a eu donc le paysan de l'univers, là, c'est un autre auteur, c'est Roger Bérou, c'est un peu plus ancien. Là, on voit Phileas à la fin de sa vie, une photo en couleur. Et on a comme ça donc beaucoup de choses qui permettent vraiment de travailler autour de l'auteur. À titre personnel, j'ai beaucoup suivi le travail qui avait été fait en 1967 par Pierre Garnier. Je pense que c'est un bouquin qui a dû être réédité. Olivier pourra me confirmer éventuellement. Je crois que ça a été réédité à la Vague Verte ou quelque chose comme ça. Donc, Phileas Lebègue, poète de Picardie. Bon, moi, j'ai l'édition d'Éclitra de 67. C'était en préparation du centenaire de la naissance de Phileas Lebègue en 1969. Bon, il était déjà disparu, mais il y a toute une étude littéraire qui a été faite par Pierre Garnier. Et en 69, toujours Éclitra a publié donc une plaquette de mémoire des travaux qui avaient été faits au moment du centenaire de Phileas Lebègue. Donc on a beaucoup de choses qui sont, je dirais, assez étonnantes par rapport à pas mal d'auteurs picardisants, parce que lui, là, pour le coup, il a eu une vie vraiment culturelle nationale et internationale. Il a eu une influence aussi sur des auteurs qu'il a rencontrés, qu'il a pu promouvoir, qu'il a pu comme ça donc amener à prendre place sur la place publique. Alors pour commencer à entrer dans le vif du sujet, on va essayer de le voir, Phileas Lebègue, parce que comme il était quand même assez connu, alors j'espère qu'on va y arriver, Olivier, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on va essayer d'aller. Bon, vous aurez de toute manière les liens de ce que je vous passe dans le PDF. Vous aurez les liens pour aller sur les archives. Mais là, on va essayer d'aller hop, là. Alors, si je mets ça de l'autre côté, si ça, je l'enlève, que je le ferme, ça, je le rabaisse. Et ce machin-là, il est passé où? Je ne sais pas, mais on va le retrouver. Ça va marcher. Je vais mettre ça là. Donc, c'est une vidéo qui a été numérisé dans le programme qui a été fait par la région Picardie. C'est l'association Archipop qui le propose. Et là, on va repartager. Et puis, donc, on voit Phileas Lebègue. On n'entend pas, hein, c'est une vidéo sans le son. Mais on voit Phileas Lebègue qui bouge, qui vit vraiment dans sa ferme, dans son lieu de résidence,
il est en même temps connu et souvent étiqueté de la mention de poète paysan. Il ne s'en revendiquait pas. Il était paysan et il était poète, mais il n'était pas poète paysan. C'était quelque chose qui ne souhaitait pas qu'on dise de lui. Et là, on va le voir à la fois paysan et poète, mais forcément, les images trahissent un petit peu sa volonté. Alors, on essaye de refaire un partage. Donc, normalement, c'est en haut, mais là, il n'y a plus d'en haut. Là, c'est marqué discuter. Il est où, machin? Ah, ça va arriver en bas. Bon, faut vouloir. Voilà, si je fais ça partager, vous devez avoir mon truc là. Là, vous ne devez plus me voir. Et si là, et que je fais grand écran. Bon. Est-ce que c'est ce que je veux vous montrer? C'est ça le problème. Ah, oui. Je ne vais pas le passer en entier. Donc André Matra, c'est un ancien président de la société Phileas Lebègue. La musique d'époque, on a tout. C'est un écrivain qui, tout en aimant son village, sa région, et en la décrivant dans ses poèmes, était en même temps un poète, un écrivain qui avait pour univers le monde entier, parce qu'il a écrit aussi sur les pays étrangers. Ses amis, la plupart de ses amis étaient des étrangers. Bon, pour résumer, disons que c'est un poète, écrivain qui mérite plus que ce qu'on en dit à l'heure actuelle. Et personne n'est parfait, mais il disait par exemple, je ne suis pas un homme de foi, mais je suis un homme de bonne foi. Donc là, on le voit avec sa petite fille. Au printemps de 1949, notre petite caméra d'amateur à la main, nous sommes arrivés à la Neuville au moment où Phileas Lebègue accompagnait sa petite fille jusqu'à l'école. Je suis obligé d'arrêter, sinon on va y passer un quart d'heure. Hein. J'espère que vous aurez plaisir à retrouver donc Phileas Lebègue par cette. Tu arrêtes le partage, s'il te plaît, Olivier, et comme ça, vous le retrouvez dans cette archive qui est quand même un document assez exceptionnel. Et puis, vous aurez dans les documents que je vais vous diffuser, donc vous aurez une notice biographique de Phileas Lebègue qui a été écrite à l'occasion des 10 ans de sa disparition, son centenaire, donc son centenaire, puisque c'est en 69, qui est dans la revue Atlantis, qui est une autre revue hein, qui est, bon, que j'ai là quelque part. Enfin, bon, j'ai scanné la page. Comme ça, si vous avez déjà des ouvrages sur Phileas, celui-là, vous l'avez peut-être moins fréquemment. Et puis, vous aurez également un accès alors à quelque chose pour vous parler toujours du modernisme de Phileas et de sa proximité avec Paris, c'est important. Vous aurez accès au site Gallica
où j'ai dégoté il y a 1 an à peu près 2 enregistrements en français de Phileas Lebègue, de 2 poèmes de lui, La Forge et Tu as vieilli, des enregistrements qui sont du 28 janvier 1913. 1913 hein. Donc, et qui sont à l'époque édités sur des disques souples qui ont été numérisés et auxquels vous pourrez accéder. Et la société Phileas Lebègue et François Beauvais, là qu'on a aperçu, ne connaissait pas ces enregistrements-là. Maintenant, avec le monde numérique, on a accès à vraiment un paquet de choses qui étaient cachées dans des grandes armoires. Donc vous pourrez l'écouter en français, mais on va arrêter de parler, on va pas arrêter de parler du français, c'est pas possible, mais on va passer à autre chose. Et je vais vous faire le lien de Phileas avec le Picard dans un de ses bouquins qui s'appelle L'au-delà des grammaires. Alors que vous devez avoir là, hop, comme ça marche comme ça, hein, ouais, comme ça. Enfin moi comme ça je l'ai dans l'écran. Donc c'est un bouquin de 1904. Bon, qui est un bouquin, c'est sur l'histoire, le fantasme peut-être d'une langue originale unique ou originelle unique. Et dedans, il y a un petit passage, un petit chapitre sur le patois, hein, c'est le mot consacré à cette époque-là, donc sur les langues régionales. Et je vais vous en lire un petit passage parce que je l'ai lu là, en préparant la soirée. Récemment, et à la lecture de l'actualité aussi, avec la possibilité d'enseigner le Picard maintenant, qui est possible grâce au texte qui a été récemment intégré dans la circulaire de l'éducation nationale. Voilà. Alors, attention, parce qu'il faut que... Donc, est-ce qu'il faut enseigner les langues régionales, hein, voilà. Alors, le français, comment s'expliquerait-on sans cela qu'après avoir supprimé les dialectes celtiques, le latin, malgré sa haute culture, n'ait pu se survivre à lui-même et soit devenu, selon le ciel de chaque coin de France, quoi en vérité? Eh bien, nos patois. Le latin est devenu nos patois. Oui, nos patois que le français officiel s'apprête à détruire à son tour, on est en 1904, mais cette fois comme un frère qui dévore ses frères plus faibles parce qu'il ne s'en croit plus solidaire. Nous assistons, quoi qu'on en veuille, à cette grande phase d'évolution de notre langage national et j'ai bien peur sur la foi de quelques symptômes que ce ne soit là le prélude, sinon la déchéance du vainqueur, du moins d'une notable notification d'allure par la suite d'une perte de ressources. Et donc, l'argot de la populace et des soldats, c'est là, quoi qu'on en sait, la langue de demain. Enfin, il y a un peu d'ironie dans son écriture aussi, hein. Donc, notre français actuel n'est-il pas le fils légitime du latin de la populace? Les langues cultivées deviennent en effet stériles comme les femmes trop fardées, ça c'est son avis. Le peuple est fécond, le peuple seul en matière de langage impose ses lois qui sont tout bonnement celles de la vie. Une fois disparus tous les patois de la France, notre français classique actuel aura vite fait de devenir une langue archaïque accessible aux seuls lettrés. Et donc, il décline ce thème en fait en disant, pour que le français soit vivant, eh bien, il faut enseigner les langues régionales, il faut qu'elles perdurent parce que ce sont elles qui alimentent par leurs racines, en fait, elles sont les racines de la langue française. Ce qui est pas... c'est très logique son raisonnement, hein. On n'est pas obligé de le parler, mais je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il est à la fois conscient de la richesse des langues régionales et de la nôtre, parce qu'il fait vraiment référence au Picard, il y en a 6 pages, je ne vais pas vous lire tout, et il y a également à ce niveau-là l'importance de la langue française. Je vous l'ai dit, il est polyglotte et donc il n'est pas du tout dans un stéréotype, une seule langue pour tout le monde, il n'est pas du tout dans ce domaine-là. Phileas Lebègue a également fait acte de... Au-delà de, donc on arrive dans le Picard, hein, quand même. Donc il a rédigé, ça n'a pas été publié de son vivant, alors voilà, comme ça devant la caméra, une grammaire picarde et brayonne qui n'a été éditée qu'en 1984 à l'initiative de Debry à l'université de Picardie, donc une publication du Centre d'études Picard, donc une grammaire bon, qui est assez complète. Bon, ça c'est pas non plus, c'est pas un Lévis, ça, mais bon, il y a quand même 70 pages, donc c'est pas quelque chose du tout de négligeable. Je sais que c'est consulté. Et donc, sa langue, elle s'exprime essentiellement
dans un livre publié de son vivant, qui est Un accoutant, le Claude de Toussaint, qui est ce livre-là, qui n'est pas du tout épais par rapport à tout ce que j'ai pu vous raconter. Hein. Il y a 46 pages, table comprise, donc voilà, mais c'est son livre de référence. Ceci étant, ce n'est pas la première publication Picard de Phileas Lebègue, et ce n'est pas non plus la dernière. Antérieurement, il y avait eu, juste avant-guerre, en 1909, un repas, vous savez, il y avait des repas, les gens n'avaient pas la télé à ce moment-là, donc il y avait donc des grandes réunions, aussi bien politiques, sociales, ou comme ça, et il y a eu des événements incroyables autour de certains auteurs, dont Emmanuel Bourgeois, des choses comme ça, et donc à Breteuil, il y a eu comme ça donc un repas et il y avait 800 personnes. Hein, je veux dire, on n'est pas dans dans le dîner. Hein. Et donc, à cette occasion-là, il y a des documents qui ont été calligraphiés par Brillet. Donc, bon, ce n'est pas la même édition, hein, il y en a deux là. Il y en a beaucoup en français, donc là, les pâquerettes, mais il y en a deux en picard. Donc, il y a les picards et il y a Notaillon, avec des textes en picard de Phileas qui sont calligraphiés. Hein, ça, c'est des trucs, Google, il ne peut pas scanner ça, c'est quasiment des lettres gothiques. Et donc, voilà, donc on a TUTRE. Alors, regardez bien, je mets mon doigt, il faut que je fasse tout à l'envers. TUTRE, hein, c'est QTRE, là. Mais regardez bien le EA, ça, c'est l'écriture, on va y revenir, de Phileas Lebègue. Et donc, on a comme ça plusieurs fascicules. Bon, je les ai tous. Hein. J'ai fini par les réunir. Donc, bon, c'est des choses. J'avais été très surpris en allant à la Neuvillevaux, dans la mairie de la Neuvillevaux, et puis aussi à Gerberoy. Il y a une grande table vitrée. Et dedans, il y a ces fascicules-là. Et je ne les connaissais pas. C'est comme ça que je les ai découverts. Voilà. Et donc, ça peut être aussi, pour un des fascicules, c'est un chant. Voilà, avec la partition en 4 pages. Voilà, c'est des choses comme ça, donc, qui ont été faits aussi par Brillet, qui était à Grandvilliers. Donc, on a ces textes-là qui sont antérieurs à Un accoutant, le Claude de Toussaint, tout juste, quasiment contemporain, mais enfin qui préexistait. Et puis, après le décès de Phileas Lebègue, en plus de la grammaire que je viens de vous présenter, il y a les poèmes et contes Braillon qui sont là, donc du pays de Bray, qui ont été édités alors, en 1986 par le CDDP, ça existait à ce moment-là à Beauvais, donc une antenne du CRDP de Picardie qui était à Beauvais, sous la houlette de François Bovy, qu'on vient de voir, qui en a fait la préface, qui avait récupéré dans les manuscrits de Phileas Lebègue, donc des textes. Et parmi ces textes, il y a au tout début il faut tenir compte chez vieux, donc il faut faire attention aux anciens, il faut les respecter, qui est un texte de… Ah, bon, je l'ai noté dans ce que vous aurez comme document, je vais regarder là, qui était paru dans la Revue du Nord, c'est non, à la Revue du Nord, en 1892, hein, donc Phileas était quand même très jeune, il n'avait pas 20 ans, et donc voilà, donc on a la reproduction de… Hop, la caméra est là-haut. Voilà, faut tenir 4 chez Vu de Phileas Lebègue, dans la Revue du Nord. Donc, il y a vraiment des textes intéressants qui sont très intéressants dans les poèmes et contes Braillon, parce qu'ils n'étaient pas connus, mais aussi parce qu'il y en a en prose. Et parmi ceux en prose, il y en a un qui a été enregistré au niveau des archives de la Sonothèque. Et donc, on va l'écouter tout à l'heure. Et donc, et le texte, c'est le partilleux de cartes, c'est dans ces poèmes et contes Braillon. Donc, vous voyez, on a je ne sais pas si tout ce qui a été écrit en picard par Phileas Lebègue nous est parvenu, nous est connu, ça on ne le saura bien entendu quasiment jamais, mais par contre énormément de choses de lui qui étaient dans des tiroirs ont pu, grâce à la Société des Amis de Phileas Lebègue, ont pu être sauvés, ont pu être valorisés et être édités. Ce qui est très précieux qui s'intéressent à un auteur sont vraiment c'est vraiment important, quoi. Et donc depuis
la publication en 86, il y a eu d'autres textes qui ont été publiés dans le bulletin de la Société des Amis de Phileas Lebègue. Il y a également, donc, dans le circuit de la Maison des écrivains, il y a, donc là c'est Phileas jeune qui est sur la photo, donc il y a une plaquette qui présente très bien en français et en anglais, si je ne me trompe pas, c'est ça, et donc qui présente le personnage dans son entièreté. Voilà un petit peu une présentation de Phileas Lebègue, mais avec tout ça, on n'a pas beaucoup avancé sur le Picard. Donc, vous aurez ces archives-là. Et avant de commencer, je ne suis, vous le savez, je vous le rappelle, je ne suis pas de l'Oise. Je ne possède pas le Picard braillon naturellement, ni même dans ma famille. Et donc, je ne vais pas pouvoir prononcer en lisant comme l'aurait fait quelqu'un de l'Oise. Mais on a la chance, grâce aux enquêtes menées par François Bovy et à des reportages de la télé régionale, on a la chance d'avoir un témoin qui a été utilisé et enquêté par François Bovy, qui donc est de la Neuville-Vaux, voilà, je trouve le fichier en vous en causant. Donc, Monsieur Possel, qui est décédé très âgé, qui a été contemporain de Phileas Lebègue. Il aurait pu être son fils. Certains disent que la moustache est la même que celle de Phileas, mais ça, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Toujours est-il que Monsieur Possed a été enregistré très, très brièvement par la télévision régionale en parlant picard. Et donc, on va regarder ça. Si je retrouve tous mes éléments, ça sera formidable. Voilà, je l'ai là. Donc, alors, il faut que je partage le truc. Alors, je vais le mettre là, je vais bien voir si ça marche, mon truc. On va essayer de partager. Hop, là. Je vais mettre ça là. C'est toujours un peu laborieux, mais bon, c'est fait pour. Hein. Alors, partager. Là, vous devez la voir si je fais ça. Ah oui, il fallait que je fasse aussi. Ah là 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 là, il faut que je fasse. Là, maintenant, il y a un écran, c'est en haut, puis l'autre, c'est en bas. Il faut y croire. Hein. Bon, je vous le passe. Vous écoutez attentivement. Monsieur Possel va dire de mémoire un extrait de poème de Phileas Lebègue, avec vraiment le parler de la Neuville-Vaux tel que je serais incapable de le faire. Je vous le passe une première fois. De la Neuville-Vaux. Par exemple? Par exemple, quand il a écrit à coin de cheveux. Coin de cheveux. Pauvre vieux. Il est tous ceux. À coin de cheveux. Tant que le pauvre bière l'a vêtu, on n'a tout de même rien vendu. Mais acheteur, il ne reste plus que le cambus, quand tant que ça m'a tissu, à coin de cheveux. Bon, il y en a 20 secondes, hein, c'est extrêmement bref. Je vais vous mettre maintenant le texte qui vient d'être dit à l'écran. Le texte de coin de cheveux. Ne vous impatientez pas, je l'avais saisi. Voilà. On va savoir pourquoi c'est devenu si petit que ça. Alors là, c'est à la fin. C'est tout en bas. Je vais le grossir. Je n'entends personne. Alors, Olivier, tu peux me dire si ça passe bien? Non, on ne voit pas. On ne voit rien. Vous ne voyez rien du tout? Non, l'écran est noir. Alors là, l'écran est noir. Oh là 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 là. Et là, l'écran, il est plus noir? Oui, ça marche. Ça marche. Donc, vous avez cadeau en haut et coin de cheveux en bas? Oui. C'est ça. Bon, donc, on va regarder seulement l'extrait qui a été dit par Pierre Possel. Donc, moi, je vous le dis à ma manière. Hein. Coin de cheveux, il dit bien de cheveux, pas des cheveux, comme moi je dirais. Coin de cheveux. Et regardez bien, le premier mot, c'est porc, qui veut dire pauvre. Il est au masculin. Après, il va être au féminin, ça va peut être le même mot. Pauvre vieux, il est tous ceux, coin de cheveux. Tant que le pauvre mère au féminin, tant que le pauvre mère à la vêtue, on n'a tout de même rien vendu.
Lui, il roule énormément les airs. Hein, ma génération ne le fait très rarement, du moins en Picardie. Mais acheteur, il ne restait plus que le cambuse, qu'à latin que ça mette, il s'use, H coin de cheveux. Ça mette, donc ça, c'est un son que je ne sais pas reproduire non plus. Un A long, qui plus est avec un E derrière, donc je ne sais plus faire. Donc H coin de cheveux, port vieux, il est tous ceux, H coin de cheveux, tant que le pauvre mère à la vêtue, on a tout de même rien vendu, mais acheteur, il reste plus que le cambus, qu'à la que ça mette, il s'use. Donc, il ne reste plus que la masure, hein, la vieille maison. Oui. Donc, on a... Bon, alors, j'ai vérifié. Le texte dit de mémoire par M. Possel n'est pas strictement celui de Phileas Lebec. C'est ce qui est amusant, c'est qu'il a pris 2 vers du début du poème initial de Phileas Lebec et il a pris des vers de la fin du poème et il en a fait quelque chose qui est quasiment, par un haïku, il ne faut pas exagérer, mais enfin, qui est un résumé du poème et qui est très, très bien résumé le poème de Phileas Lebec. Et donc, je vais vous faire écouter maintenant. C'est encore plus bref que tout à l'heure, mais bon, on n'a que ça, c'est dans le même reportage, mais là, vous n'aurez que le son. C'est le son EA qu'il y a à la fin, là, le maître, le méat, hein, méaït, si on veut prendre les lettres. Tout à l'heure, je vous ai fait remarquer la manière de Phileas de transcrire le son, cutéreux, donc je vous le dis là, cutéreux en français, qui fait T-E-A-2-R-E-U-X. Et ben, ce son que je ne sais pas dire, vous allez l'avoir dans cet extrait sonore, toujours dit par M. Possel, qui va parler, je vous le dis d'avance, parce que quand j'ai revu ce film, il a été diffusé cette année par l'INA de Lille à l'occasion de leurs vœux. C'est comme ça que je l'ai revu. Je l'avais oublié, mais je l'avais vu il y a 35-40 ans. Et j'ai eu du mal à comprendre. Et en fait, le mot qui est dit, c'est de l'herbe, hein, de l'herbe de jardin, hein, pour qu'on se comprenne bien en français. Et donc là, il va dire de l'herbe. Moi, je dis de l'herbe. Et lui, il va le dire à la manière de la Neuvillevaux. Une vieille arbilleuse, elle mettra ce botte d'arbre à l'abri. Ce botte d'arbre, c'est-à-dire sa botte d'herbe. Vous avez entendu? Je peux vous le repasser. Hein. Sa botte d'arbre. Voilà. C'est quand même, c'est une prononciation, je ne sais pas, il faut écouter, hein, les gens qui habitent dans l'Oise, il faut écouter dans la Neuvillevaux ou alentour ce qu'il en est aujourd'hui, mais toujours est-il que c'est là une prononciation locale que je ne connais pas ailleurs. Je vous le repasse. Une vieille arbilleuse, elle mettra ce botte d'arbre à l'abri. Ce botte d'arbre, c'est-à-dire sa botte d'herbe. Voilà. Et donc, Phileas Lebec, lui, le transcrit avec un E suivi d'un A. Voilà, c'est sa transcription. Comme le chez Como, lui c'est L, donc il va mettre que le H, il ne met pas le C devant parce qu'il ne le prononce pas. Ok, ça va? Donc on a des études de linguistique à faire à ce niveau-là. Alors il y a plusieurs textes, bon je vais en reprendre un d'un accoutant de Le Cloc de Le Toussaint, puis après on écoutera Phileas Lebec lui-même en train de dire son texte en prose. Mais voilà. Je prends le premier, je veux dire, je peux prendre n'importe lesquels, hein, c'est pas... Vieux four, vous l'avez à l'écran, c'est bon? Ou comme ça? Vieux four. Il y a longtemps qu'on ne le coffre plus, vieux four, de que le flambe à satchoué fouet à fouet, tant qu'on neige brûlé trop et bourreille, à grand fût. Je vous explique, hein, donc on parle d'un vieux four de maison, hein, où on faisait cuire le pain. Il y a longtemps qu'on ne le coffre plus, donc il y a longtemps qu'on ne le chauffe plus. Vieux four, d'où que le flambe, la flambée, à satchoué, fouet à fouet. Donc, un fouet, c'est une grande flambée. Donc, c'est pas, je peux imaginer presque un incendie, donc des flammes qui débouchent, donc l'une après l'autre, quand la porte du four n'est pas encore fermée. Puisqu'après, quand on fait cuire le pain, c'est plutôt sur la braise que sur le feu par lui-même. Tant qu'on neige brûlé, trop bourreille. Une bourreille, une borée, c'est un fagot. Hein, c'est un fagot. À grand fût, donc du feu à bataille, comme on dit encore. Il y a longtemps qu'on ne le tue plus. Excusez-moi. Il y a longtemps qu'on n'y tue plus chez Gros Pain Rond, doré, flan à prône, puis le flamique, qui prenait le couleur d'une vieille brique, à plein fût. Donc, il y a longtemps qu'on n'y cuit plus. Bon, ça, c'est clair. Chez Gros Pain Rond, doré, jusque ça va,
flanc à Pronne, et Pronne, un peu partout en Picardie, ben, ce sont les prunes, et puis Flamic, la flamige, donc la tarte à différents ingrédients, le plus souvent c'est le poireau ou bien l'oignon, qui prenait, alors là, ça, je ne sais pas le prononcer, prenez sans E muet, mais nous qui prindoués, donc chez moi, on n'a pas de problème, mais là, qui prenait couleur de vieille brique, de vieille brique, hein, vieille, il ne dit pas vieille, ce n'est pas des sons E, c'est des sons E, de vieille brique, à plein fût. Donc, il prenait la couleur rouge brique. On a longtemps qu'on a perdu, donc on a le A de tout à l'heure, là, de l'herbe, là, de tout à l'heure, de l'arbre. Hein, on a longtemps qu'on a perdu l'idée de faire Saint-Pain soi-même avec le freine. Donc là, il y a le soi-même qui devient soi-même, il y a des diphtongues, on va en voir tout à l'heure, ça va être la partie de carte, ça va être une partie. L'idée de faire Saint-Pain soi-même avec le frein de blé qui pousse à cœurette pleine. Donc la farine du blé qui pousse à cœur, donc à cœur et jour, c'est au long d'eux, hein, c'est le cœur aussi, mais c'est tout au long de la plaine. Et puis de rue. Elle tend un nervera pu, un nervera donc pu. Quand je reverrai une pauvre mère rouler quechon à pomme, ou bien le galette pour Saint-Pchotome, s'irais-tu. Donc j'ai du mal, hein, je concède facilement. Hein. Le temps, il ne reverra donc plus, donc le temps, là c'est le temps qui passe, ne reviendra donc plus, ne reverra. C'est super hein, comme conjugaison, le verbe du troisième groupe au futur, je les adore ceux-là. Mais bon, il faut quand même les interpréter. Que je ne reverrai plus ma pauvre mère, je ne reverrai plus ma pauvre mère. On a bien pauvre tout à l'heure comme au féminin, on n'a pas porc comme au masculin, donc, alors que moi c'est porc dans les deux cas. Rouler quechon à pomme, donc le chausson aux pommes, qu'on appelle aussi un boulot. Enfin, il y a beaucoup de vocabulaire autour de cette manière de faire soit un chausson aux pommes, soit une pomme au four. Et là, on est quand même dans le four. Donc, moi, dans ma famille, ça s'appelle un boulot. Dans d'autres, c'est autrement. Ou bien le galette pour sa ptio homme. Pareil, la ptio, je fais des efforts pour postillonner. On a le droit, là, on est en visio, c'est bon, mais pour sa ptio homme, ce n'est pas un son que je possède non plus. Et c'est ce que j'aime dans le Picard. Ce n'est pas le Picard, ce sont les Picards que j'aime. C'est le fait qu'il y ait ces variations, ces intonations, ces diphtongues comme bourreille, comme soimum, qu'il y ait ces sons ouverts de E, de A que je ne maîtrise pas et qui, pour moi, c'est mon régal. Hein. Je ne suis pas du tout objectif en disant ça, je suis très subjectif, c'est ce qui me plaît dans le Picard. Si le Picard était archi-normé et très plat, je ne suis pas certain que j'y aurais autant de plaisir. Il n'y a pas que le vocabulaire, il y a aussi cette mise en bouche qui est très déroutante parfois, mais aussi, très, à mon sens, très plaisante. C'est bon? Je ne vous fais pas réciter, ce n'est pas l'objectif. Hein. On va avancer un peu. Je vais boire un petit coup quand même. Je vous laisse relire. Si vous avez des questions, vous levez la main, vous la posez. Le temps que je boive un coup, c'est possible. Tout a l'air limpide. Alors, on va écouter Phileas Lebègue parce que c'est un texte qui est assez long. Et puis, alors, tout ce que je vous montre là, vous l'aurez. Hein, vous l'aurez. Ça, c'est c'est Phileas Lebègue. Derrière sa machine à écrire, bon, c'est une photographe. C'est magnifique. Maintenant, on est tous derrière des ordinateurs, mais là, c'est autre chose. Je ne suis pas certain qu'il tape du Picard. Là, c'est la notice biographique que vous aurez. Là, ce sont les liens Archipop qu'on vient de regarder, Gallica que vous pourrez aller écouter par curiosité. Vous découvrirez d'autres choses avec d'autres liens sur ce site. Et puis, donc, Monsieur Possel, que vous pourrez réécouter dans l'archive complète de l'INA. Et puis là, à la fin, vous avez la biographie en Picard la plus présentable possible de Phileas Lebègue. Je vous ai mis ces textes que je connais, que j'ai pu relire de lui d'avant 1900. Vous voyez qu'en 1895, il écrit sous le pseudonyme de Georges. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, sans S au bout. Je ne sais pas si c'est un hommage à Georges Sand.
Anna Coutan, le colloque de Toussaint, les poèmes et Claude Braillon et Comte Braillon dont je vous ai parlé, et puis les recueils de 1938 et 1939 qui sont antérieurs à le colloque de Toussaint, la grammaire picarde. Quant à la bibliographie en français, franchement, elle est extrêmement longue. Je vous ai mis le lien sur Wikipédia que je suis allé consulter il y a déjà un petit moment, mais je pense que c'est François Bovy qui le met à jour. Et donc, c'est extrêmement abondant, très détaillé. Et franchement, tout n'est pas à prendre sans pincette sur Wikipédia, mais pour le coup, ça me semble très fidèle à l'œuvre de Phileas Lebègue. Alors, je vais vous mettre le texte de le parti de cartes. Voilà. Et la chance qu'on a, c'est que Robert Loriot, que je n'ai jamais rencontré, j'aurais pu, mais il s'en est fallu de peu, qui était d'origine picarde, qui était professeur d'université à Lyon, après-guerre, à la fin de sa carrière, mais qui a été donc avant-guerre un des phonologues qui a enregistré pour la Sonothèque nationale de nombreux auteurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a des archives, dont celle-ci avec Phileas Lebègue, mais on en a d'autres. Hein. Dans l'Oise, il y a aussi 2 carrières qui ont été enregistrées, tout ça. Et c'était obligatoirement des gens qui étaient capables de se déplacer à Paris, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de magnéto à cassette. Hein. Et donc, il fallait aller devant le micro, là où il était. Et donc, la Sonothèque a enregistré sur des disques. Ce sont des grands disques, un peu format 33 tours, avec une âme métallique. J'en ai eu un dans les mains. Et avec une pellicule dessus qui est extrêmement fragile, mais extrêmement fragile. Et ils étaient édités en 2 exemplaires. Et donc, les exemplaires ont tous été numérisés. Les archives du Centre d'études Picarde ont pu les acquérir. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu en avoir un peu à disposition. Et donc, tout ça se passe dans l'immédiate avant-guerre. Et dans ce contexte-là, Phileas Lebègue est enregistré. Donc, on va l'écouter. La moitié du texte est enregistrée. La deuxième moitié n'est pas enregistrée. Il n'y a qu'une face à ces disques-là. Hein. Et donc, vous allez avoir, donc je vous mets quand même en situation, parce que si ça passe, on le réécoutera, puis je le commenterai, mais que vous sachiez au moins de quoi ça parle. Donc, on est dans un café. Il y a des gens qui jouent à cartes, comme voilà la partie de cartes. Faire volte, ça veut dire c'est distribuer les cartes en une seule fois. Et donc, il y a un feu qui chauffe la pièce. Voilà, un feu, une cheminée qui chauffe la pièce, mais c'est un feu ouvert. Donc maintenant, vous écoutez bien, vous ouvrez grand vos oreilles. C'est parti. Le parti de cartes. Il était en 4 à la table d'Ashforni Malaïd. Mettons que tu es le roi. Tu n'aurais tout de même pas gagné. Oui, parce que j'aurais conservé le dame. J'aurais même pu faire vote. Oui, car c'est toi qui touches les cartes, t'as l'astuce de retourner le rouet. Mais à ce coup-ci, c'est moi qui les touillais. Chocard puis Tournais, si se regardions, des yeutions, on aurait mis pu dire si l'allion se butait ou bien si l'allion rire. Malaïd, elle ratisait cheveux par driereux. Personne ne peuplait mot. Chocard, il tenait ce tête dans ses mains. Tournais, il avait vraiment envie de se foutre un bras de sa voisin. Mais il avait peur d'un coup de fougue. Pour n'en finir, il se décide à dire « On a reparti. » Non, où est en bas de main, répond Chocard. Dis à Malaïd de nous faire coiffer du flip. Tu vas nous raconter l'histoire que t'as avec Manche et Guerre, l'histoire à coup la piofieuche marchand de l'érole. Il était en 4 à la table d'Ashforni, qu'il flambe les quelques maneilles, chaque fois que Malaïd a le jeté une fouille d'épines sur cheveux. Acheteurs chez 4 joueurs, ils sont assis à un rond, pas devant chez Braise avec deux mains sur les genoux. Attention, Malaïd, elle a du feu qui drisse à vos cotrons. Ça ne prendra mis plus sur moi, homme nage. Puis voilà tout le monde parti à rire à grande gaffreille, en regardant Malaïd secouer s'inventer. Naïse, elle était plus que de vous, Malaïd, qui fait tournesse, tout en clignant de l'œil du côté de Chocard. Chocard, conte-nous donc une histoire.
La Tchokar, il fait les seins de dormir. Voilà. Donc, je vous montre, voilà, c'est la moitié du texte, hein, l'autre moitié, elle n'est pas enregistrée. Donc, vous avez bien entendu? Vous montez un peu le son, hein, on peut pas. Donc, c'est un enregistrement de 1939, hein, je vous ai dit. Donc, Phileas Lebègue, il a 70 ans, hein, il a encore une vingtaine d'années à vivre, mais donc, voilà. Le Picard, ça fait vivre vieux, je vous rassure, on a des centenaires, tout ça, c'est bon, c'est une bonne thérapie. Donc, je vais vous le relire à ma manière, avec énormément d'imperfections par rapport à la prononciation du Beauvaisis. Le parti, car donc à la fin, là, donc le i qui est bien mouillé. Il est quatre à table. Donc déjà, ça commence fort parce que là, on a une forme grammaticale qui est normande. En fait, hein, on est dans le pays de Bray. Donc là, on va retrouver dans la grammaire picarde les conjugaisons qu'on ne retrouve que en domaine linguistique picard, que dans ce secteur-là, qui est le secteur donc, de communication entre le picard et le normand du pays de Bray. D'un forni, donc le forni, c'est la cuisine, c'est là où on a le four, hein, dont on a parlé tout à l'heure, Edmond Laïd. Bon, il devrait y avoir un L majuscule, je viens de m'en rendre compte. Donc, Laïd, bien sûr, c'est le prénom de la patronne. Mettons que tu es le roi. Donc là, on a le subjonctif du verbe avoir. Mettons que tu es eu, hein, le roi. Le roi, bien sûr, c'est la carte, le roi. Donc, là aussi, qu'il diphtongue à la fin. Tu n'aurais tout de même pas gagné. Et là, vous le réécouterez, hein, on le repassera après, mais vous pourrez noter là, donc, la nasalisation. Et donc, à la fois à meum, qu'on a déjà vu tout à l'heure, et puis à gagner. C'est parce que j'ai conservé le dame. Vous réécouterez tout à l'heure le son de conserver. Il est plusieurs fois le A, hein, il est plusieurs fois dans le texte. Vous le réécouterez et vous repenserez à ce qu'on a entendu tout à l'heure avec M. Possel. M. Possel, il est encore plus A que Léopold. Léopold est plus E que Possel, alors qu'ils sont du même village. Tu n'auras pas conservé la dame, donc j'aurais même pu faire vol, donc j'aurais même pu ramasser toutes les cartes d'un coup. Hein. Donc, je ne sais pas s'il joue à la manille, par exemple, donc il peut ramasser tout. Oui, quand c'est Tueil qui touille les cartes, donc quand c'est toi, Tueil, hein, on a le même son que tout à l'heure avec le roi. Le roi, moi, ça serait le roué. Tueil, c'est quand ça serait ti. Donc, vous voyez, on n'est pas sur les sons ne sont pas superposables. D'un endroit à l'autre du domaine picard. Quand c'est toi qui touille les chez cartes, tu as l'astuce, hein, l'infilure, je dirais, de retourner le roi. Donc, de tricher, hein, c'est une manière de tricher, c'est de mettre la carte qui t'intéresse. Bon, ceux qui savent jouer aux cartes savent tricher éventuellement et savent que quand on coupe, on peut placer la carte qui va t'intéresser à la fin, puisqu'on sera le dernier à être distribué. Mais Méa, donc c'est Mé, hein, Mâche Couchi, mais cette fois, chez Mouey qu'il est touillé. Donc là, on a le Mouey, le Tueil, qui ne sont pas picards au sens du mi, du ti, mais qui sont normands aussi. Hein. On est vraiment sur une zone de frontière linguistique. Choker et puis Tchornes, alors là, il écrit Tcho, enfin alors, attention, c'est transcrit Tcho dans la grammaire, dans le bouquin du CDDP, là, donc c'est écrit comme ça. Tout à l'heure, on avait Tcho, hein, donc et chez Phileas, c'est assez fréquent, l'écriture n'est pas constamment… enfin, chaque mot peut avoir des petites nuances à ce niveau-là. Chokar et Tchornest, donc c'est probablement Polycar et puis Ernest, ils se regardions, donc même conjugaison que le premier verbe tout à l'heure, ils se désieuton, donc ils se regardaient, ils s'observaient, ils se défiaient du regard. On n'aurait même pu dire s'ils allions se buter ou bien s'ils allions rire. Donc, on ne sait pas trop si c'est pour se fâcher, pour se buter, se buquer, se frapper, ou bien si c'est pour rire. Manlaïd a ratisé cheveux par derrière eux. Donc, elle a tisé le feu dans leur dos, derrière eux. Personne, là aussi, on a le son EA, vous verrez qu'il est moins ouvert que chez monsieur Possel. Une peuplée mot, donc pipé, hein, pipé, mais là c'est peuplé, pipé mot. Chokar, il tenait tête dans ses mains. Tchornest, il avait grand un ville mouillé de se foutre un brin de son voisin, donc de son voisin, hein,
Ouezin, mais il avait peur d'un coup de fougue, d'un coup de colère, un coup de fougue. Pour l'avenir, il se décide à dire, on a reprati. Donc, est-ce qu'on refait une carte? Est-ce qu'on fait une revanche? Est-ce qu'on continue? Non, au Ouéron Banma, qui répond Choker. Donc, on verra ça demain. C'est les habitués du café qui viennent jouer à la carte. Hein. Dit à Manlaïd de ne faire qu'au fait du flip. Bon, du flip, on sait ce que c'est. C'est cette boisson chaude à base de calva et sucrée qui est propre à tous les pays de pommes, qu'ils soient picards, normands ou bretons. Les Gallos disent également du flip. Hein. Toi, tu vas nous montrer l'histoire que tu avais mâché hier. Tu vas nous raconter l'histoire. Donc, toi, tu vas nous raconter l'histoire. Vous voyez, là, il n'y a pas le C devant qu'on aurait dans la somme, le CH, hein, le CHL, l'histoire. Donc là, et là, on l'a à chaque fois, l'histoire. Donc, il y a une espèce de... Enfin, il n'y a pas une espèce, il y a une aspiration pour l'article qui habituellement ailleurs, dans le domaine Picard, a le C. Dans le domaine Picard de Picardie, parce que dans le Tournésie, c'est différent. Toi, tu vas nous raconter l'histoire que tu avais mâché, commencé hier, bien mouillé aussi, le hier avec le Y, hein, et l'histoire à Kula Ptiofieux. Donc là, on a Ptio, donc il y a un P qui vient se mettre devant le T. C'est pas, je vous l'ai dit, ce n'est pas constant. Ptiofieux, donc le petit-fils. Schmarchandeux de l'Héreul. L'Héreul, la Héreul, c'est un village à côté de la Neuville-Vaux. Il y a souvent les textes, pas toujours, mais très souvent, les textes de Phileas Lebègue en picard sont localisés autour de la Neuville-Vaux. On va rarement bien au-delà, et quand ils ne sont pas localisés, on suppose quand même qu'on est dans cet environnement rural. Il étions cataltab d'Ashforni. Regardez bien la première phrase. Il étions cataltab d'Ashforni, et là, on la retrouve. Donc, on a une rythmique poétique. On a quelqu'un qui écrit, qui a l'habitude d'écrire. Tout le monde peut faire ça, ça n'est interdit à personne. Mais là, il rythme son texte. On reprend l'idée de départ. Donc là, c'est le côté littérature, le côté littéraire du Picard de Phileas Lebègue. Et donc, on a eu la partie de cartes, on a eu de la chamaille. On va boire un coup de flip et on va raconter une histoire. Et donc, on repart sur un autre petit paragraphe, petit chapitre dans cette histoire. Donc, on est toujours au même endroit, mais il va se passer autre chose. Pile flambe à l'échelle minei. Chaque fois que Manlaïd achetait un fouet des pannes suchfu. Donc, la grande flamme léchée, vous connaissez les cheminées picardes qui sont hautes dans l'Oise comme dans la Somme et comme bien souvent en Picardie. Et donc, lécher la cheminée, c'est-à-dire lécher à la fois le mur du fond, mais aussi qui peuvent monter jusqu'à l'embouchure du tuyau de cheminée. Kekminei, qui est mouillé également, chaque fois que Manlaïd achetait un fouet, alors le UNHNE, c'est pas de moi, hein, donc c'est bien montrer la nasalisation de l'article féminin indéfini. Un fouet d'épines, fouet, on l'a vu tout à l'heure avec le four, donc c'est vraiment une quantité. C'est le même mot qui a donné fuel en anglais, hein, le fuel du gasoil, hein, c'est une fouenne, un fouet, le fuel. Donc c'est vraiment le carburant. Hein, si on veut prendre, c'est le bois en tant que carburant. Un fouet d'épines suchfu. Donc, quand les épines, bon, je ne suis pas un grand adepte du feu de la flambée, mais ceux qui en font savent que les épines, ça claque un peu comme bois. Donc là, on a Manlaïd tout à l'heure qui ratise les cheveux, donc elle ratise, mais là, à ce moment-là, ça va prendre beaucoup d'importance. Il n'y a que ça qui va prendre l'importance. Donc, elle attise le feu et en fait, le feu prend de l'importance au milieu de l'assemblée qui jouait à cartes tout à l'heure. Et donc, il y a la flamme qui vient lécher la cheminée quand on jette dedans donc, une nouvelle provision d'épines sur le feu, qu'on l'attise et qu'on l'alimente. Acheteurs, bon ça c'est maintenant, hein, acheteurs chez 4 joueurs, ils sont assis à un rond, pas devant chez Braise, avec leurs mains sur leurs genoux. Donc, avec leurs mains sur leurs genoux, donc là aussi un son mouillé, qu'on peut avoir ailleurs en domaine Picard, mais qui est bien spécifique du Beauvaisis. Attention, Manlaïd, il y a du feu qui drisse à vos cotrons. Donc, attention, la mère Laïd, il y a du feu
qui drisse. Alors, drisser, habituellement, c'est plutôt avoir la diarrhée, c'est plutôt ça, mais là, c'est dans le sens de courir. D'ailleurs, mon grand-père, quand il avait la drisse, il disait qu'il avait la courante, les deux mots étaient assez synonymes. Mon grand-père était ce grand-père paternel, il était du nord de la Seine-Maritime, hein, vraiment de la vallée de la Brelle, et donc et après il a habité à Beaucamp-le-Vieux, mais donc il avait ces mots picards aussi qui étaient bien présents dans son vocabulaire, et donc drisser, c'était bien ça. Donc qui court très vite et qui court vers vos cotrons. Donc les cotrons sont les jupes. Hein, c'est pas que les jupons, c'est l'ensemble des jupes. Hein. Et donc la mère Laïd, elle va répondre, je ne prendrai plus su moi à nage. Donc le feu ne prendra. Alors donc là, c'est la femme qui était grillarde. Hein, il n'y a pas que les hommes. Hein. Ça n'empêche pas, mais tout le monde peut y être. Chacun à sa manière, avec sa subtilité. Prendra, hein, c'est le verbe prendre. On a la même conjugaison de verbe de troisième groupe au futur qu'on avait tout à l'heure. C'est la même, hein, avec le D qui saute. Hein, prendra mi pu, ça ne s'entend plus. Hein, ça ne se lit pas dans le Picard contemporain. Cette forme-là de conjugaison. Ça ne prendra, ou très rarement en tout cas, que le verbe prendre, ça ne se lit pas. Ça ne m'aidera mi pu, donc le mi, c'est cette surnégation picarde. Hein, ça ne prendra absolument plus sur moi, on l'a déjà eu tout à l'heure, je n'avais pas insisté. On aurait mis pu dire qu'ils allaient se buter, c'était à ce moment-là. Sumwei amnage, donc le feu ne prendra plus sur moi à mon âge, donc il ne s'agit pas que du feu de la cheminée, si je puis le dire aussi de manière allusive. Puis voilà tout le monde parti à rire à grande gaffreille, donc à gorge déployée, hein, gaffreille, la gueule quelque part. Hein. C'est pas la goulée non plus, parce qu'il y a ce mot-là aussi dans le Beauvaisis, mais grande gaffreille, en regardant Manlaïd, escouer s'inventer. S'inventer, c'est le tablier qui est devant les cotrons, qui est devant l'autre tablier, qui peut être le chinois. C'est-à-dire, il y a les cotrons, dessus, il y a un chinois, et il y a un demi-tablier, ce n'est pas forcément un tablier entier. Ça peut être aussi simplement la façade du tablier, je vais dire du forgeron. Le forgeron, c'est un autre mot, mais voilà, on a un grand tablier qui protège, qui va être sali et qu'on va enlever. Donc en particulier quand on fait du feu qui est salissant, on va l'enlever après pour être propre et puis on va le remettre pour se salir. Donc ça se dit aussi deventieux selon les endroits, donc ça s'inventer. C'est le tablier, le surtablier, la surblouse, on dirait dans les hôpitaux peut-être, ça peut être un peu ça. Naïs, elle était plus chaude que vous, Manlaïd. Donc, une autre femme, donc Naïs, elle était plus chaude que vous. Donc, on est toujours dans l'allusif, dans la limite égrillard, qui fait Tchornès tout un clignant de l'œil du côté de Tchokar. Donc, on peut supposer qu'il y a eu des relations entre Naïs et Tchokar, ou que je ne sais pas qui c'est Naïs, hein, moi je ne sais pas. Mais peut-être qu'ils avaient un lien et puis que l'un des deux avait une réputation, soit Naïs, soit Tchokar, de cavaleur, je ne sais pas. Tchokar, conte-nous d'autres histoires. Mais Tchokar, il faisait les 5 ans de dormir. Donc, les 5 ans, donc là, c'est une expression propre à Phileas Lebec. Donc, il faisait les semblants de dormir, mot à mot, mais donc il faisait semblant de dormir, mais donc voilà, il fait celui qui n'a pas entendu. Ben voilà, c'est tout, ça s'arrête là l'enregistrement. Hein. On va arrêter là, vous découvrirez le reste. Si vous avez des difficultés de vocabulaire, parce que je ne vous ai pas mis de lexique du texte, vous avez la possibilité de recourir au super dictionnaire qui a été fait par François Bovy, qui est le dictionnaire Picard des parlers et traditions du Beauvaisis, qui a été publié chez Eclitra, où quasiment tout le vocabulaire utilisé par Phileas Lebec est repris de manière dans une écriture phonétique, hein, avec l'écriture qu'on a l'habitude d'appeler de Brie, mais bon, on s'y retrouve quand même. Hein, les sons sont bien présents, sont bien notés. François Bovy a travaillé de manière assez scrupuleuse autour de ça. Alors, si vous voulez, on va le réécouter. Phileas, dans ses œuvres, vous tendez l'oreille. Alors, j'ai plus de flèche. Quelle est une flèche? Allez là. Bon. Aïe, aïe, aïe. C'est parti. الفرقية كارت
Il était en quatre à la table d'âge fourni malaïde. Mettons que tu es le rouet, tu n'aurais tout de même pas gagné. Oui, parce que j'aurais conservé le dame. J'aurais même pu faire vote. Oui, quand c'est toi qui touches les cartes, ça laisse-tu de retourner le rouet. Mais à ce coup-ci, c'est moi qui les touillais. Chocard puis Tournais, ils se regardions, ils se désiotions. On aurait mis pu dire si l'allion se butait ou bien si l'allion rire. Malaïde, elle ratisait cheveux par driereux. Personne ne peuplait mot. Chocard, il tenait cette tête dans ses mains. Tournais, il avait vraiment envie de se foutre un bras de sa voisin. Mais il avait peur d'un coup de fougue. Pour n'en finir, il se décide à dire on a reparti. Non, où est Robin de main, répond Chocard. Dis à Malaïde de nous faire coiffer du flip. Tu vas nous raconter l'histoire avec Manche et Guerre, l'histoire à Coulap Pieux, marchand de l'Érole. Il était au quatre à la table d'un fourni, puis il flambe les quelques maneilles, chaque fois que Malaïde a le jeté une fouille d'épines sur le cheveu. Acheteurs chez quatre joueurs, ils sont assis à un rond, pas devant chez Braise avec deux mains sur les genoux. Attention, Malaïde, elle a du feu qui drisse à vos cotrons. Ça ne prendra mi plus sur moi, homme nage. Puis voilà tout le monde parti à rire à grande gaffreille, en regardant Malaïde secouer s'inventer. Naïse, elle était plus que de vous, Malaïde, qui fait tournesse, tout en clignant de l'œil du côté de Chocard. Chocard, conte-nous donc une histoire. Mais Chocard, il fait les sanants de dormir. Voilà. On a de la chance quand même d'avoir des enregistrements comme ça. Moi, je trouve que c'est formidable, quoi. Je vais vous montrer quelques photos de Phileas. Hop. Donc, on va le voir. Ce sont des photos qui ont été éditées. Hein. On va le voir donc dans ses champs. Ah, il pose, hein, évidemment. Hein, il pose. Comment je fais pour passer à la suivante? Parce qu'il y en a 3 normalement. Voilà. Donc là, on a le poète laboureur. Hein, voilà, c'est l'image, forcément. Ça fait partie de ces images qui sont beaucoup diffusées de lui, de son vivant. Et puis là, on l'a chez lui, donc avec cette grande cheminée. Alors, ce n'est pas la cheminée de Manlaïd, mais c'est le même type de cheminée. On l'a chez lui dans son fauteuil d'un sac à dos. Donc, on va regarder ensemble le texte Schkado de Phileas Lebègue. Alors, Phileas, il a écrit énormément de vers hein, dans l'ensemble de son œuvre. C'est essentiellement des vers. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un enregistrement qui soit en prose, d'un texte en prose. Alors, le cadeau, Schkado. Voilà. Vous l'avez là, c'est bon? Ça va? Donc, tous ces poèmes, après, là, sont dans un accoutant cloque de le Toussaint. Schkado, donc le fauteuil traditionnel picard qu'on met au coin de la cheminée et qui est réservé, quand il n'y en a qu'un seul, à l'ancêtre de la maison, généralement plus âgé. Hein. Schkado. Ne prenez pas Schkado, laissez-les à ce coin de la chambre. Chez là que défunt ma père irait indouer ses membres. Chez toi un liseux d'un Saint-An, chez là qui baignait d'un charvel, et que ma qui ferait pour nettier 5 ans, et cardan, et quiadan, pis de parel, tout là est chez loin. Mais je suis comme là. J'aurais mieux ce nombre d'âge cadeau vide. Je garde tous ces livres, ces arménas. Je n'ai mis le temps de lire, plus au slapide, pour gagner quelques sous, moi ou non. Mais au soir, des moments, par an, il me prend l'idée dans le même lampe, puis de m'assire moi-même d'un cadeau, en retournant chez page d'un histoire, qui me fâche oublier chez le cachoir, et je propriétaire et puis impôts, un baignant comme des femmes impères. On va y revenir évidemment. Hein. Je vais vous. Voilà. Donc il y a quand même un peu de vocabulaire, il y a des prononciations, et puis il y a quand même un texte qui a beaucoup qui est empreint beaucoup de nostalgie et de respect. On comprend tout de suite que
le fauteuil, c'est le fauteuil familial qui le tient de son père. Et dès la première moitié du premier vers, elle ne prenait pas ce cadeau. C'est-à-dire, il invite les gens à s'asseoir, mais pas dans le fauteuil qui est réservé à ses souvenirs. Donc là, le E de prenez, le E muet qui est disparu, ne prenez pas le cadeau, laissez-le à le coin de la chambre, donc laissez-le à sa place c'est à côté de la chambre, hein, laissez-le. Laissez-le à coin de... Je peux le lire, mais je n'arrive pas à le lire. Chez là, défunt ma père, il rétendait ses membres, bon, là, il se délaçait, hein, il étendait ses membres. J'étais un liseux d'un saint temps. Donc, c'était un grand lecteur à son époque. Chez là qui buagnait d'un charvel. Buagner, c'est busier ailleurs, c'est réfléchir, hein, c'est penser, qu'il se malottait peut-être aussi, donc qu'il avait ses pensées dans sa cervelle, donc à part lui, dans la tête, hein, d'un charvel. On a encore le son EA hein, qui est noté là aussi. Donc là, il réfléchissait dans sa tête, qui ferait pour netiller 5 ans, donc nettoyer, on l'a aussi un peu partout en Picardie. Donc Nétier 5 ans, donc 5 ans son champ, hein, au singulier, souvent c'est chez Caen, là c'est au singulier, c'est pas interdit, il n'y a rien d'interdit, tout le monde en Picard. Et Cardon, donc de Chardon, et Quiendant, le chien dent, et puis de Parel, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la Parel, c'est de l'oseille sauvage. Hein, c'est de l'oseille. Ce sont des plantes indésirables dans la culture, en particulier du blé. Le chien-dent, les chardons, qui sont même interdits, les chardons, le chien-dent et puis l'oseille. Tout là est loin, tout là chez loin. Attention, parce que j'essaie de lire les lettres quand même. Donc, ce temps-là, que cette époque-là est ancienne, hein, tout ça est bien loin. Mais je suis comme na, je suis comme cela, na, hein. On l'avait vu aussi tout à l'heure. Je revois mieux ce nombre d'un cadeau vide. Donc, je revois, mot à mot, hein, je revois mieux son nombre dans le fauteuil laissé vide. Donc, en fait, je pense davantage de voir le fauteuil vide. Je revois toutes mes pensées vont plus vite vers lui. Je regarde tous ces livres, ces Arménas. Alors, Arménas, c'est l'almanach. On lisait, vous avez vu, Phileas Lebègue, c'est un enfant du 19e siècle. On apprenait souvent à lire dans les almanachs qui donnaient aussi bien des prévisions météorologiques à 1 an d'avance. C'est-à-dire, on était quand même fort à cette époque-là, des recettes de bonne santé, des adresses et des dates des adresses administratives, des dates de marché ou de foire, mais qui donnait aussi de la littérature à lire, hein, et des feuilletons et du Picard aussi, très, très systématiquement, notamment dans le nord de l'Oise, autour de Grandvilliers, hein, il y a des almanachs qui en étaient bien pourvus. Et je n'ai mis le temps de lire, donc je regarde tous ces livres, je regarde tous ces almanachs que grand-père lisait, donc, hein, mais moi, je n'ai mis le temps de lire, je n'ai absolument pas le temps de lire. Et donc là, il explique un peu la vie moderne qu'il a. Plus on se lapide, comme en français, hein, plus on se fatigue, plus on se donne du mal, pour gagner, nasaliser quelques sous, moins on en a. Donc, plus on travaille pour gagner quelques sous, moins on a de temps, hein, puisque là, je n'ai mis le temps de lire, hein, moins on a de temps pour soi. Mais au soir, hein, mais le soir, des moments par hamp. Donc là, il y a aussi une évision qui est faite, hein, c'est par exemple, un mot à mot, c'est par exemple. Donc, des moments, par exemple, il me prend l'idée d'allumer la lampe, donc il me prend envie d'allumer la lampe, et puis de m'asseoir moi-même d'un cadeau, et donc là, de m'asseoir à la place de son père dans le fauteuil, moi-même dans le fauteuil, en retournant chez page d'une histoire, donc en retournant les pages, mot à mot, d'une histoire que son père a lue, qui me fâche oublier, donc cette histoire va lui faire oublier. Fâche, c'est le subjonctif, hein, du verbe faire, qui va me faire oublier. Je le cachoir, donc le fouet, hein, cachoir, qui est écrit la cachoir, mais donc c'est le fouet pour mener les bêtes au labour, ou bien quand on traîne un barou, un baigneux avec un cheval.
donc l'histoire va me faire oublier le fouet, propriétaire, épice impôt. Donc ça, dans la Somme, ça serait chez impôt, mais là c'est impôt avec ce H et les lisions devant. Un baignant comme des femmes impaires. Donc en réfléchissant, donc si je prends sa place, je vais me mettre à penser, à réfléchir comme des femmes impaires. Donc là, on a ce retour de ce verbe. Là aussi, c'est une forme de littérature qui est, enfin moi j'apprécie. Avec donc ce vocabulaire et ce rythme au long du texte. Tout à l'heure, on l'avait dans un texte en prose, là, on l'a dans un texte en vers, avec donc un retour à la fin, dans le dernier vers, ce qui a été exprimé au tout début du poème par rapport au fauteuil. Donc, je trouve cette écriture qui est bien maîtrisée par Phileas Lebègue, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, il en fait bénéficier la langue picarde et en ce sens-là, je trouve que c'est vraiment intéressant, au-delà du vocabulaire, au-delà de la prononciation, au-delà même de l'inspiration, il y a toute cette construction littéraire qui est bien exprimée et bien maîtrisée par Phileas Lebègue, à mon sens. À mon sens. Tout cas, si je vous parle d'un auteur, c'est qu'en général, je l'aime un petit peu quand même. Je ne suis pas complètement maso non plus. Alors là, bon, il y a le code source où vous allez les avoir, ces textes-là. On a encore combien de temps? On a encore un gros quart d'heure, c'est ça? Je puis, on est un peu dans la même veine. Bon, le puits, c'est comme en français. Hein, voilà. Un vieux puits sous chez feuilles. J'ai ben des fois, il tournait, je brandais pour idée Berthe à tirer chieuve. Quand Mecval l'étion bébridé. Un déo de chance, un cieux de le souille, je l'embrachais, je le catouillais. Elle disait tout bas comme une drouille. Fini donc, tu n'es qu'un arsouille. Quoi qui serait de nous si on douillait. En tournant le poli, elle criait. Oserait dire un cas qui miande. Pauvre Berthe, ma fouille, le 1er de juillet. À chez cri, nous sont tout de même mariés ensemble, malgré que le père nous a chinglés. Un vieux jour qu'aux étions muchés d'un chèque en blé. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais sur mon écran, il se passe des trucs. Il y a Maris Fago qui fait des trucs. C'est-à-dire que en fait, je n'ai que le bas du texte, je n'ai pas le début. Ah, bah alors, voilà, c'est bien. J'essayais de remonter, en fait. Ah Merci. Moi, je vois des trucs, ça me perturbe. J'ai cru qu'il y avait un ver qui était en train d'attaquer mon ordi. Bon. Merci. Maryse, on peut pousser avec un pouce, un seul pouce, du haut en bas, et ça bouge. Bon. D'accord. Parce que moi, j'ai un écran horizontal puis un écran vertical, et là, on est sur le vertical, donc forcément, voilà. Bon, c'est pas grave. Ça me fait drôle. C'est ça qui est bien. Bon, donc là, il y a une histoire d'amour qui se naît autour du puits. Il y a du vocabulaire. Alors, je n'ai pas révisé ce texte-là aujourd'hui, je l'avais révisé la semaine dernière. Il y a du vocabulaire technique, mais j'ai tout trouvé dans Bovie. Hein. Donc, sur les pièces qui constituent, vous voyez, ces vieux puits qui, avec la chaîne et puis la grosse manivelle. Hein. Voilà. Donc, un vieux puits sous chez feuilles. Donc là, le puits est devenu vieux. Hein. À l'époque, c'est simplement je puits. J'ai ben des fois tourné, je brandais. Donc, j'ai bien souvent tourné le mécanisme, l'ensemble du mécanisme, pour aider, mais aider, là, cette fois-là, Berthe, à tirer l'œil, donc de l'eau. Quand mes gvas l'étions bébridés, donc quand mes chevaux étaient donc débridés, donc on avait enlevé l'arnachement, son travail était fini, les chevaux n'étaient pas, ne le sollicitaient pas, il avait le temps. Donc, un dé au champ, cieux de le souille, c'est un cieux de le souille. Alors, il faut que je regarde souille parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, parce que j'avais regardé ça, mais c'est pas grave, je n'ai pas honte. Hein. Je suis comme un docteur qui sort son Vidal, il n'y a pas de problème. J'aime mieux ça plutôt qu'il se trompe. Hein. Alors, dans Bovie,
il ne faut pas regarder souille comme c'est écrit là, je vous le dis, il faut regarder O-U-Y, puisque les I mouillés les notent systématiquement Y. Donc, c'est en décrochant le seau de la chaîne du puits, hein, donc de là, de la corde ou de la chaîne, d'ailleurs, il met les deux. Je l'embrassais, donc il embrassait Berthe, je le catouillais pour la taquiner, hein, elle disait tout bas comme une drouille, donc comme une fille un peu mal prise, un peu gênée, surtout très gênée, même peut-être. Fini donc, mais pas fini donc au sens achève ton travail. Hein, non, c'est fini donc, hein, ça suffit comme ça. Tu n'es qu'un arsouille, tu n'es qu'un vaurien. Quoi qui serait nous si on t'ouillait. Donc, que penserait-on de nous deux si tu étais vu si on, voilà, hein, c'est comme ça qu'on pourrait le tourner. En tournant le poli, elle criait. Donc, en tournant la poulie, cette fois-là, donc elle criait. Donc, et pour qu'il s'en aille. Aux Héroïdiens, un cas qui miande, donc on aurait dit un chat, hein, un cas, comme dans le Pas-de-Calais, hein, qui miande, qui miaule, qui part en criant. Pauvre Berthe, ma foi, le 1er de juillet. Donc là, c'est un souvenir du 1er juillet. Pauvre fille, ma foi, j'étais bien embêté. Ah, chez Cerise, les cerises arrivent à peu près au mois de juillet. À Beaucamp-Vieux, en tout cas, c'était au moment de la fête qu'a lieu début juillet qu'on cueillait les cerises. À chez Cerise, on osons tout de même, on osons, hein, nous sommes, je ne suis pas habitué, ce n'est pas mon vocabulaire quand même, on osons tout de même marier un sang. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'il a connu, je ne sais pas si sa femme s'appelait véritablement Berthe, je n'ai pas vérifié, mais donc c'est comme ça qu'on s'est marié, donc un sang, comme un peu partout dans le domaine picard, aux cerises du mois de juillet, malgré quel père nous a cinglés, donc ils ont été quand même vus par le père de Berthe, qui les a cinglés, qui les a donc, qui leur a donné des coups de ceinturon, hein, un coup de shang, hein, voilà. Donc le ceinturon, c'est les shangs. Un vieux jour qu'aux étions muchés d'un camp de blé. Et donc là, ce jour-là, ils ne tiraient pas de l'eau au puits, je ne pense pas. Et donc le futur beau-père les a surpris. Voilà. Bon, on est moi, j'aime bien Philéas, hein, c'est agréable à lire. On a quand même des petites scènes qui sont bien campées, bien suggérées. Son écriture, elle n'est pas, elle est pas très compliquée, mais en même temps, elle suppose une certaine attention. Et donc, c'est quelque chose, j'ai du plaisir à relire. Ça ne me coûte pas en soi de relire Philéas le Bel. On a encore le temps d'un dernier texte. Alors, je ne sais pas si vous préférez le code source ou bien une fable. La fable, c'est pour vous donner un autre forme de texte. Le code source, c'est très... Il y a beaucoup de toponymes dans le code source. Et là, c'est... Je veux dire la fable parce que vous aurez peut-être plus de mal à le trouver puisque c'est issu des poèmes et contes Braillon. Ça n'est pas dans un accoutant club de Toussaint. Sauniez vos glaines. Alors les poules, hein, voyez comment c'est écrit glaine, il montre bien la nasalisation du son 1 de glaine. Alors dedans, il y a une race de poules, je vous le dis d'avance, ce sont des Orpington, que je n'y connais rien en glaine, donc je ne sais pas, mais je sais que c'est une race de poules. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va rencontrer ces poules-là. Et puis, il y a un poirier de Carizy, mais ça, c'est plus connu, davantage connu en Picardie. Les poires de Carizy, c'est des poires très dures, qui ne se mangeaient pas, mais avec lesquelles on faisait du poiré. Et ce que j'ai de plus vieux dans nos courtis, chez un ami, je poirier de Carizy, chez ma coq hardy, qui cante de minuit à midi. Oui, chez ma coq hardy, aveuse grande crête rouge, c'est plum bleuil, vert, gagne, qui flambon à s'tcheuil. Je n'ai pas d'un dos quand il fait le reuil, qui va lui dire « Hey, dégourdi !» Ma coq, il soche sur ses argots. Il saute sur une vieille chouque, agante un tas de fagots. Mais ma voisin, je vieux père Digon, il me crie ben eux d'un drôle de ton. Il va me croiser mes orpingtons. À grande gaffreille, j'y réponds. Faut pas prendre ma coque pour un épetenaille. Soignez-vous, poule, bouchez chez trop de volailles. Ma coque, il est un way. Ses plumes irluisant au soleil. À coûter bas ce canchon des traînes
et puis tâchez de bien le comprendre. Faut pas que je vos pattes, mais je suis un vrai bon coq, bien planté sur ses pattes, puis solide comme un roc. Il n'a pas un carton comme nous dans nos cantons. À coûter ben, c'est un coup de trompette. C'est un cocardi, soignez vos poulettes. Alors, le texte, il est assez costaud aussi. Hein. Donc, vous avez compris qu'à la fin, il fait parler le coq et qu'il y a une relation avec le voisin et qui peut être aussi une manière de mise en garde par rapport au fait qu'un beau jeune mâle pourrait aller croiser des poules de race, des poules Orpington. Hein. Donc après, on peut y voir le côté initiatique qu'on souhaite ou pas. Hein. Alors, je vais vous commenter un petit peu le vocabulaire. Ce que j'ai de plus vieux d'un nous-courtis, donc dans notre plan, notre pâture où sont les poules, et donc en général c'est un verger, quoi, hein, c'est pas obligatoirement, mais le courtis c'est souvent un verger. J'en ai mis ma poirier de Carizy, donc mon poirier de poire Carizy, c'est donc chez ma grand coq, ma coque hardy. C'est une expression, il y avait de la bière du coq hardy, hein, donc c'est une expression qui était très connue par rapport à la prestance du roi de la basse-cour, qui cante de minuit à midi. Bon, après, il se repose quand même. Oui, chez ma coque hardy. On va retrouver ça plusieurs fois. Hein. Avec cette grande crête rouge, donc ça, la crête, hein, créate, là, c'est crête, hein, la crête rouge, les plumes bleues, donc son plumage bleu, vert et jaune, gamme, c'est jaune, hein, ces plumes qui flambent à ce queue, donc qui font un panache, mais flamboyant à la queue du coq. J'ai perdu, voilà, qui flambent à ce queue. Ça n'est pas dindon quand il fait le roi, donc ça n'est pas le dindon quand il fait la roue, qui va lui dire, est dégourdi. Donc il n'a pas besoin qu'on lui donne d'ordre. Hein. Il est vraiment le roi de la basse-cour. Ma coque, il sèche sur ses ergots. Donc sur ses ergots, donc c'est juste la prononciation qui change. Donc il se rehausse, hein, il se dresse sur ses ergots. Il saute sur une vieille chouk, donc il saute sur une vieille souche. Hein, la chouk, c'est la souche. C'est un mot picard qu'on a conservé qui viendrait, je dis bien au conditionnel, qui viendrait directement du celtique sans passer par la case latin. Hein, chouk, la souche. Et souche en français serait un dérivé de chouk. Agante, un tas de fagots, donc enjambe un tas de fagots. Et donc, le coq là, se prévaut de sa domination sur la basse-cour par rapport au dindon. Donc, deuxième partie, mais ma voisin, vieux père Digon, donc mais mon voisin, le vieux père Digon, il me crie d'un drôle de ton. Il va me croiser mes orpingtons, c'est-à-dire qu'il est quand même assez arrogant pour venir jusque de l'autre côté de la haie et puis souiller la race orpington, éventuellement. À grande gaffreille, donc à gorge déployée, à grande gaffreille, on a vu un peu déjà ce mot-là tout à l'heure. Moi, j'y réponds, donc je lui réponds, ne peux pas prendre ma coque pour un époutenaille. Un époutenaille, ailleurs, ça sera un époutoir, donc il ne faut pas prendre pour un épouvantail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il est là, que c'est un élément décoratif dans la basse-cour. Non, non, c'est un être vivant et ben oui, il va faire son activité de coq. Soignez vos poules, bouchez chez trop de volailles. Alors, si vous avez de la haie vive chez vous, vous savez que s'il y a le voisin a des animaux, ben, vaut mieux boucher parce que sinon on retrouve les animaux dans son jardin et réciproquement. Donc, boucher chez trop de volailles, hein, la haille, c'est la haillure, c'est la haie vive. Ma coque, il est un whey, donc mon coq, il est réveillé. Ses plumes, ils reluisent au soleil. Donc, on a bien le son soleil avec whey, hein, on a bien le même son mouillé qui est là les deux fois. Écoutez bien ce canchon d'étrenne et puis tâchez de bien le comprendre. Donc, sa chanson d'étrenne, il a quelque chose à offrir. Hein, si vous voyez ce que Phileas Lebec veut dire par ces mots, écoutez bien sa chanson d'offrande, si on peut dire, et puis tâchez de bien le comprendre.
Et donc là, voilà la chanson du coq. Je ne veux pas que chat vos épates, mais je suis un vrai bon coq. Donc, ne soyez pas épatés, je suis un vrai bon coq, bien planté dessus ses pattes, plus solide, puis solide comme un roc. Donc, voilà, on aurait presque la même chose en français sur le coup. Hein. Il n'a pas un cartron comme n'a dans nos cantons, rajoute le propriétaire du coq. Donc, il n'a pas un cartron. Donc, le cartron, c'est comme ça qu'on vendait les œufs, hein, par cartron. Et aussi les généraux en Algérie, mais c'est une autre histoire. Mais donc, le carteron, hein, le cartron, c'est la quantité d'œufs qui était vendue à la ferme. Et cela, l'allusion avec la poule est intéressante, comme là dans mon canton. À côté bas, ça coûte trompette. Chez un cocardi, soignez vos poulettes. Voilà, c'est un mâle en pleine forme. Ayez attention à vos poules, bouchez vos trous dans vos haies, et puis on restera bons amis. C'est un texte qui remonte à 1948, hein, qui était inédit avant d'être publié dans le fascicule Poèmes et contes Braillon. Voilà. Eh bien, j'ai été bavard. Hein. Un monologue d'1h30, c'est pas mal. Olivier, tu peux départager le truc là. Et puis, comment? Donc, Olivier n'a pas encore eu les documents parce que tout le micmac de la semaine dernière, c'est vrai, on n'a même pas pensé, j'y pense que là. Je vais transmettre à Olivier les éléments que je vous ai présentés à l'écran au niveau des textes. Vous découvrirez donc un autre texte par regarder sur le code source. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, je suis là. Je vois que j'avais sorti, je ne vous en ai pas parlé, mais il a eu une activité, il a vécu les deux guerres, Phileas Lebègue, et je vais vous montrer parce que j'ai acquis ce truc-là, c'est quelques numéros. Donc, dès la libération, et attention, hein, la date que j'ai là, c'est 16 septembre 1944, et c'est le numéro 6, c'est un hebdomadaire. Donc, dès le août 44, il y a eu un journal qui s'appelait L'Oise libérée, voilà, qui est là, dont l'éditorialiste, c'est de l'autre côté, c'est là, Liberté, Liberté chérie, c'est Phileas Lebègue. Attention, ce sont des éditos en français, hein, c'était pas trop le moment peut-être de vouloir plaisanter, mais il y a énormément de références dans les éditos, j'en ai 4-5 exemplaires signés par les éditos signés par Phileas Lebègue, énormément de références à Rudyard Kipling, vous savez, tu seras un homme, mon fils, des choses comme ça, et donc à d'autres textes de Kipling. Donc, il s'en prévaut beaucoup à ce moment-là de ce qui va être, parce que là, c'est que la libération, ce n'est pas encore la fin de la guerre, mais la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, je vais finir sur cette note-là, en espérant que apparemment, vous êtes encore là, donc vous avez survécu. La date pour le mois prochain, elle est déjà diffusée. Donc, si je ne me trompe pas, de mémoire, c'est le 17, donc c'est comme prévu. Je peux pas, ce sont les vacances scolaires. Personnellement, ça m'importe assez peu, bien que je sois papa quand même. Bon, donc ça restera le 17, le 24, je ne pourrai pas me libérer. Et donc, je ne sais pas encore de quoi on va parler. Enfin, je suis très sincère, je ne sais pas encore. J'ai au moins 4 idées, mais je ne sais pas encore. Mais donc, on va préparer ça pour bientôt, parce que ça va venir bientôt maintenant. Voilà, mes gens. Je ne vous entends pas, il a tout coupé, le patron, là. Non, mais c'était très intéressant. Hein, voilà. Merci, grand-mère. Merci, grand-mère. Je levais la main. Merci beaucoup. Merci, Jean-Luc. Moi, j'avais une question. Et bonne soirée à tous. Olivier, il a une question. Moi, j'avais une question, Jean-Luc. J'ai une question. Tu m'écoutes, je te la pose? Oui, je t'entends. Oui. Tu dis que Phileas Lebègue a commencé à écrire en picard très tôt. C'est ça, hein, c'est ce que j'ai bien compris. Hein. Ouais. Est-ce que tu vois une évolution dans son écriture au fil de sa vie sur les thèmes? Non. Alors, ce qui caractérise Phileas Lebègue, c'est une certaine nostalgie du passé. C'est très mélancolique. Nous, on le voit comme une nostalgie parce que ça fait 70 ans qu'il est décédé, quasiment, enfin plus de 60 ans. Ça, je ne sais pas le mot nostalgie. Une évolution. Bon, il y a les textes d'avant. Alors, il a toujours édité par des éditeurs. Donc, au niveau de l'écriture, alors quand c'est brillé là, avec son écriture en quasi gothique, franchement, faut se le taper pour.
moi, j'ai beaucoup mal à ces écritures-là. Donc, il faut… voilà, il faut… Bon. La berceuse de Noël, ouais, c'est nostalgique. Bah, il est conscient d'un monde rural qui s'en va. Dans ses premiers textes, je ne les ai pas tous, j'en ai que 3 alors en référence, j'en ai d'autres ailleurs, mais je ne les ai pas relus. Il y a Tchojak, il rêve Suscaru, le vieux Chartier qui est dédié à Édouard David dans les années de l'entre-deux-guerres en 1928. Il a une correspondance avec Édouard David. La berceuse de Noël, c'est un autre texte de 1895. Je n'ai pas analysé ça. J'ai pas analysé. Ceci dit, au niveau de sa langue, ça ne change pas. La langue ne change pas. La manière d'écrire, les sonorités, la richesse de vocabulaire, ça ne change pas. Après, la connotation nostalgique ou entre guillemets passéiste, est-ce que c'est nous qui le lisons? Si on se replaçait bien dans l'époque, oui, il va arriver le tracteur, il voit, mais il a encore des chevaux. On le traite de poète paysan, mais être paysan avant-guerre, après-guerre, c'est un peu différent. Il reste toujours à la Neuville-Vaux. Il est en contact avec énormément. Il est souvent à Paris, hein, il est souvent chez les éditeurs. Et donc, il a. C'est du lourd, hein, les éditeurs de Phileas Lebègue à Paris. C'est pas. J'ose pas vous le dire comme ça parce que j'ai peur de vous dire des bêtises, mais c'est le Mercure de France. Enfin, c'est pas le petit éditeur du coin, donc c'est des gens avec qui il est en contrat, donc il travaille. Il est donc vu par des gens urbains allé vers lui venant d'un monde rural. Donc, il voit bien que ce monde bouge, et le sien, le monde bouge également. Bon, je pense qu'au sortir de la Deuxième Guerre, les gens ne sont pas dans le même état qu'avant. Hein. La société ne l'est plus non plus. Mais de là, penser que ça a eu une influence sur son écriture en picard, je ne sais pas. À relire dans son intégralité. Il faudrait s'y atteler une journée entière et puis voilà, faire cette analyse-là. Pourquoi pas, mais je ne peux pas t'affirmer, je ne suis pas sûr. Mais c'est une bonne question. Hein. Je n'ai pas la réponse à tout. Tibère, je peux m'exprimer? Vas-y, vas-y. Oui, vas-y, Jean-Pierre, on t'écoute. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mots de base française qui auraient été picardisés en rajoutant des H et des A. Moi, ça m'a laissé cette impression-là. Et celui qui s'exprime en picard du pays de Bray, il avait un accent parisien. Moi, je ne sais pas, je trouve que comparé, bon, tu me diras, j'ai une culture vimeusienne, mais j'ai l'impression qu'on a rajouté des H et des A à des mots français parfois. Tu réécouteras, je mets les liens pour monsieur Possel. Tu réécouteras, je pense que il a quand même sa manière de rouler les R, elle n'est pas très parisienne, hein, franchement. Ça, je connais pas au-delà de ça monsieur Possel, mais je sais que François Bovy, c'était un de ses témoins linguistiques préférés. Il était assez costaud en picard pour pouvoir être un élément. J'ai trouvé qu'il était fluide dans son élocution, mais dans le ton, je ne sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un accent titi parisien. Titi parisien. Oh. Tu reverras. Bah, je l'écouterai à l'aune de ce que tu dis, mais je pense que tu le réécouteras aussi, Jean-Pierre. Je ne peux pas te dire, c'est pas ma perception. Moi, j'ai été très surpris par les R roulés, les A ouverts, dans le peu de texte qu'il dit. Je sais pas, je connais pas assez Paris pour pouvoir. Non, mais bon, après, l'écriture, la transcription, c'est un problème. Ta première partie sur
peut-être cette critique-là, ça voudrait en fait peut-être montrer malgré tout que le pays de Bray, proche de Beauvais, est un pays de transition malgré tout. On est à la marge du domaine linguistique picard. On est proche du pays normand braillon. Hein, c'est la zone où l'appellation Calvados, elle est aussi picarde à cet endroit-là. C'est évident que les migrations de population au 19e siècle, notamment vers Paris et réciproquement, et les liens avec le faubourg Poissonnière, le nord de Paris, ont toujours existé depuis plusieurs siècles. Et donc, les populations bougent. Donc, le vocabulaire peut en être légèrement emprunt, légèrement ou plus en fonction de chacun ses habitudes ou ses origines. Je pense que ça peut être peut-être ça. Après, je crois la transcription par Phileas Lebègue est quand même marqueur de signes de prononciation. C'est pas... dans d'autres zones du domaine linguistique, j'ai vu des écritures d'auteurs qui montraient leur carence en vocabulaire par des K, des W, des Y et puis d'autres lettres un peu rarement fréquentes dans le picard. Chez Phileas Lebègue, je ne sens pas ce côté surabondant de marqueurs d'écriture qui noteraient une carence. J'ai des souvenirs de lecture sur Boulogne-sur-Mer, des choses comme ça. Je dis, bon, oui, d'accord, c'est écrit en français, mais on met un K, un W, puis on fait croire que c'est du picard. Je n'ai pas du tout cette impression-là sur Phileas Lebègue. Mais à relire, ces textes, ils sont... non, je regarde, j'ouvre n'importe Zoutieux, bon, elle conserve d'un Augrny, c'est sa prononciation. Moi, c'est Guernier, lui, mais Grenier, mais Guernier puis Grenier, c'est comme forme et fromage. Hein, Tertous et Trétou, voilà, oui, ben les signes picards sont là et ce sont les signes qui font qu'il y a une différence. Vous savez, le domaine linguistique picard et ceux qui l'ont, les linguistes qui l'ont tracé, se sont appuyés essentiellement sur des toponymes et ils ont fait la différence dans ce secteur sud du domaine linguistique entre Vauchelles, comme on en trouve un peu partout, là il y en a un à côté de la ville, mais il y en a ailleurs, et Vaucelles qui est parisien, qui est français. Il y a des signes linguistiques comme ça qui sont marqués dans la toponymie. Entre Vauchelles et Vaucelles, on a décidé que Vaucelles n'était pas picard et que Vauchelles l'était. Je trouve que c'est une bonne décision, hein, c'est un bon marqueur. Est-ce que c'est suffisant pour les yeux et les oreilles? Moi, ça me convient. Voilà, les marqueurs sont subtils hein, en linguistique. Hein, entre un son et, a, voilà, il faut que l'oreille elle soit aiguisée. Moi, ça me convient et je suis moins je ne pense pas être conciliant. Je trouve que Phileas Lebègue, il a un picard de l'Oise qui est bien marqué. Après, ce n'est pas le picard du Vimeux. Entièrement d'accord là-dessus. Non, mais j'ai l'impression, quand il y a un mot que je ne connaissais pas, je supprimais le H et le A, et puis j'avais compris tout de suite. Ah, mais c'est parce que tu es un bon picardisant, tu possèdes un picard intérieur qui est déjà très costaud, Jean-Pierre, c'est pour ça. Bon, c'est depuis le temps qu'on se connaît. Non, mais on verra, on ira la prochaine fois ailleurs, on verra si on peut avoir le même sentiment ailleurs. Bon, on va trouver. Mais c'est des remarques, mais on a chacun ça. Des sensibilités. Ouais, c'est voilà, une culture, moi je suis d'accord, c'est la culture du Vimeux. Alors. Mais des fois, on se sent proche d'un parler ou d'un langage, puis plus lointain, et puis c'est pas forcément géographique. Bon. En même temps, c'est Adé Tertous, c'était très bien. Adé tout le monde. Allez, Alfio qui vient. Bonne soirée à tous. Au revoir. Allez.